Je suis certain que nous entendrons beaucoup d'Ursula von der Leyen demain sur les valeurs de l'Europe et le conflit entre l'autocratie et la démocratie qui se déroule en Ukraine. Cependant, mentionnera-t-elle les liens étroits de l'UE avec certains des gouvernements les plus oppressifs du monde? Parlera-t-elle des personnes qui meurent de faim au Nagorno-Karabakh en raison des alliés de l'UE en Azerbaïdjan? Évoquera-t-elle les dizaines de milliers de personnes qui sont mortes, victimes des valeurs de l'UE, de l'Afrique de l'Ouest et centrale à Lampedusa? J'en doute, car il y a un contraste frappant entre la rhétorique et la réalité ici. Est-il surprenant que nous manquions de crédibilité? Si le PPE se soucie vraiment des réfugiés et des migrants, il devrait cesser de ruiner les pays des gens. Bienvenue à tous dans le Monthly Daily. Nous avons sauté un mois et sommes directement passés à septembre 2023, car le Parlement européen était en vacances en août. Comme vous l'avez peut-être remarqué dans l'introduction, Claire était très déterminée, tout comme Mick Wallace. Malgré leur défense de valeurs élevées, l'UE continue de soutenir de graves violations des droits de l'homme lorsque cela lui convient politiquement. Cela est actuellement évident dans la situation tragique au Moyen-Orient. Bruxelles même souffre d'un manque significatif de légitimité démocratique. Il n'est pas sage de suivre aveuglément les États-Unis dans chacun de leurs conflits mondiaux. Claire Daly et Mick Wallace s'expriment ouvertement sur cette question. Profitez-en. Nous voici de nouveau, témoins du dernier épisode d'une série de nouvelles dépenses militaires. En plus des milliards que nous dépensons déjà pour la recherche et la production militaire, nous avons maintenant 350 millions supplémentaires pour les achats militaires. Les priorités sont claires. Il n'y a jamais assez d'argent pour la santé, le logement, l'éducation ou les services publics. On attend des travailleurs qu'ils se serrent la ceinture. Cependant, comme le montre une fois de plus cette loi, il y a toujours de l'argent disponible pour les bombes et les balles. S'il s'agit de plus de munitions, de missiles, de munitions à sous-munitions et d'uranium appauvri, l'argent n'est pas un problème. Nous pouvons toujours trouver quelques milliards pour que les travailleurs d'ici puissent aller tuer les travailleurs là-bas. Vous n'aurez jamais notre approbation pour cela. La sécurité que nous recherchons est celle d'un emploi décent et d'un logement. La défense que nous désirons est une défense de nos droits, même si ces droits sont attaqués par les gouvernements européens et même si vous acceptez de financer la guerre. Nous rejetons une Europe qui vole aux pauvres pour augmenter les profits de l'industrie de l'armement. La militarisation n'est jamais la solution. Il est assez audacieux que des personnes viennent ici discuter de la répression en Biélorussie, exprimant leur sympathie pour les Biélorusses, alors que la Lituanie, un État membre de l'UE, nie ouvertement les droits humains des réfugiés biélorusses. Bien sûr, vous êtes prêts à soutenir Juan Guaidó Tiganoskaya de l'Europe. Pendant ce temps, 1700 Biélorusses sont considérés comme une menace pour la sécurité nationale de la Lituanie, dont 900 en Lituanie, dont beaucoup, comme Olga Karak, sont simplement des objecteurs de conscience ou des militants pour la paix. Cela est profondément préoccupant et inacceptable. Cependant, ce qui est également profondément préoccupant, ce sont les rapports sérieux sur la mauvaise santé et les conditions désastreuses des dirigeants syndicaux. Ces dirigeants, Kennedy, Fedinich, Vassil, Bereshnev et Vaclav Hareska, sont actuellement en prison en Biélorussie. Nous avons demandé à rendre visite à ces hommes, suivant les meilleures traditions de solidarité internationale. Nous avons déjà visité des prisonniers partout dans le monde par le passé et nous n'avons jamais été refusés. Cependant, les autorités biélorusses n'ont pas encore accordé notre demande. Je veux leur demander publiquement, nous attendons toujours, de quoi avez-vous peur? Certains d'entre vous considèrent la Turquie comme un allié de l'OTAN et expriment des inquiétudes quant à son ambivalence face à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Cependant, des pays comme la France, l'Allemagne et l'Italie, entre autres, vendent des armes à la Turquie. Ces armes comprennent des sous-marins, des drones de combat et des avions de chasse. Cela se produit même alors que la Turquie occupe 36% d'un État membre de l'UE. Cela se produit également alors qu'elle mène des frappes aériennes et d'artillerie, tuant des civils en Irak et en Syrie. Selon la campagne de bombardement transfrontalier, l'année dernière, 20 civils ont été tués, dont 6 enfants. 58 personnes ont été blessées lors de 11 incidents menés par les forces armées turques dans le nord de l'Irak.
6 de ces incidents impliquaient des tirs provenant des plus de 60 bases militaires que la Turquie a construites à l'intérieur du Kurdistan irakien. L'une de ces attaques a visé une aire de pique-nique. Pourtant, aujourd'hui, le Parlement européen a voté en faveur d'une augmentation des dépenses de défense pour soutenir l'industrie européenne de l'armement. Combien de ces décès impliquaient des armes fabriquées ici? Combien de ces nouvelles armes seront utilisées par la Turquie à l'avenir? J'ai eu le privilège d'écouter le président de la Bolivie, Arce, et le président de la Colombie, Petro, lors de la Cumbre de Los Pueblos. Cet événement a eu lieu au Parlement en juillet, en même temps que le sommet UEC-ELAC. Ils ont souligné que le sommet était une conversation entre deux mondes très différents. Ils représentaient les gouvernements des peuples, prônant la démocratie participative au niveau communautaire et la multipolarité sur la scène mondiale. Ils croyaient que la crise du capitalisme ouvrait une nouvelle voie. Ils considéraient le changement climatique comme une réalité tangible qui avait complètement bouleversé le paradigme du marché libre. Ils étaient surpris que les Européens soient assez naïfs pour penser qu'un problème créé par le capitalisme puisse être résolu par celui-ci. Le président Petro a souligné que malgré les discussions fréquentes de l'Europe sur les droits de l'homme, la vérité était que 250 millions de personnes risquaient leur vie en traversant les dangereuses forêts tropicales de Colombie pour atteindre les États-Unis et l'Europe. Cependant, la plus grande fosse commune n'était pas là, mais en Méditerranée. Ils ont également précisé que les sanctions et les embargos causaient des décès. Ils assimilaient ces actions à un siège médiéval qui punissait les gens. Ils ont déclaré que si nous voulions un partenariat avec le CILAC, nous devions lever les sanctions. Je suis en faveur de l'autodétermination des peuples et de la libération des femmes en Iran et partout ailleurs, contre la répression, le patriarcat et la théocratie. C'est quelque chose que les femmes en Irlande connaissent très bien. Cependant, je ne suis pas assez naïf pour croire que le peuple iranien recevra une aide quelconque d'un parlement fantoche dans le bastion de l'impérialisme à Bruxelles ou à Washington. Cela s'est une fois de plus manifesté en juillet lorsque plusieurs parlementaires européens, dont Enda Kenny, ancien Premier ministre de l'Irlande, et plusieurs députés européens, dont certains ont participé à cette discussion, ont assisté au sommet mondial de l'Iran libre à Paris. Là-bas, ils ont côtoyé l'extrême droite américaine et ont exprimé leur soutien à un plan en 10 points visant à renverser le gouvernement iranien. Un événement a été organisé par le MEK, un groupe extrémiste accusé d'intimider, de torturer et de tuer des membres de la diaspora iranienne qui soutenait Saddam Hussein contre l'Iran. Cela montre une fois de plus que malgré toutes les discussions sur les droits de l'homme et la démocratie, les élites européennes ne font que suivre le mouvement pour un changement de régime. Si vous cherchez un exemple d'hypocrisie, d'arrogance et de double standard de l'Union européenne, le voici. Un autre accord douteux de l'UE avec un autre gouvernement oppressif. Une promesse d'1 milliard d'euros a été faite à la Tunisie, inconnue pour violer les droits de l'homme, à condition qu'elle rejoigne les gardes-frontières de l'Europe. Je suis sûr que nous entendrons beaucoup demain d'Ursula von der Leyen sur les valeurs de l'Europe et sur la lutte entre l'autocratie et la démocratie qui se déroule en Ukraine. Mais entendrons-nous parler des liens amicaux de l'UE avec certains des gouvernements les plus répressifs du monde? Entendrons-nous parler des personnes qui meurent de faim au Nagorno-Karabakh à cause des alliés de l'UE en Azerbaïdjan? Entendrons-nous parler des dizaines de milliers de personnes qui sont mortes, tuées par les valeurs de l'UE de l'Afrique de l'Ouest et centrale à Lampedusa? Certainement pas, car la rhétorique et la réalité sont en net contraste ici. Est-il surprenant que nous manquions de crédibilité? Et si le PPE est si préoccupé par les réfugiés et les migrants, il devrait cesser de détruire les pays des gens et de revenir sur les engagements en matière de changement climatique. En mars, le Parlement a critiqué le discours raciste du président Saïed et les attaques contre les migrants d'Afrique subsaharienne. Ils ont exhorté les autorités à respecter le droit international. Quelques mois plus tard, la présidente de la Commission, von der Leyen, a signé un accord avec Saïed. Cet accord impliquait un soutien financier macroéconomique d'un montant de plus de 100 millions d'euros. En échange, Saïed devait mettre en œuvre des mesures d'austérité et renforcer les contrôles aux frontières. Cet argent a été utilisé pour alimenter la violence sociale, politique et économique. Moins d'un mois plus tard, la dure réalité de l'accord de l'UE a été révélée. En août, 27 corps ont été découverts près de la frontière tunisienne en Libye.
Ces individus avaient été forcés de traverser la frontière par les autorités tunisiennes. Ils ont été laissés errer dans le désert sans nourriture, abri ni eau pendant une période prolongée. En conséquence, ils sont morts de faim et de déshydratation. L'UE finance des camps de concentration et soutient une répression brutale du Maroc à la Turquie, tout en qualifiant les autres de régimes autoritaires. L'UE transforme la mer Méditerranée et les déserts d'Afrique du Nord en immenses cimetières. Malgré cela, nos dirigeants continuent de parler des valeurs de l'UE. Je suis très heureux de constater que cette semaine, à l'occasion du 50e anniversaire du coup d'État soutenu par les États-Unis contre Salvador Allende au Chili, des collègues de toutes les parties de la Chambre prennent très au sérieux la tentative de la droite extrême de renverser l'élection démocratique du président élu Bernardo Arévalo au Guatemala. Il était déjà scandaleux que les peuples autochtones et Codeca ne soient pas autorisés à participer à l'élection. Cependant, l'élection elle-même s'est déroulée de manière équitable et le résultat était clair. La motion conjointe qui a été finalisée hier est déjà dépassée car les événements évoluent rapidement. Hier soir, des rapports ont fait état du procureur qui dirigeait des perquisitions dans les locaux où les résultats de l'élection sont conservés. Ils ont ouvert des urnes alors qu'ils n'en avaient pas l'autorité, violant ainsi la chaîne de garde et les preuves matérielles de cette élection. C'est un scandale complet. Les partis perdants font tout leur possible pour annuler cette élection. C'est une tentative de saper la démocratie et de rejeter la volonté du peuple guatémaltèque. L'Union européenne doit clairement indiquer qu'elle ne soutiendra aucune tentative de renverser le gouvernement légitimement élu du Guatemala. Merci beaucoup encore une fois, Monsieur le Président. Pourquoi appliquons-nous la logique de la guerre froide à tout ? Chaque jour, nous sommes cruellement rappelés que le monde est au bord d'une catastrophe climatique irréversible. La solution est une coopération mondiale. Cependant, nous nous divisons plutôt en camps et alimentons les conflits. Nous choisissons progressivement notre camp dans la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Nous ne faisons rien pour arrêter le régime de sanctions en expansion, la guerre en Ukraine ou la guerre potentielle avec la Chine. Ce chemin ne peut mener qu'à de multiples crises mondiales, pire que tout ce que l'humanité a jamais connu. L'administration Biden continue d'affirmer que le conflit avec la Chine et la coopération sur le climat peuvent coexister. Ce n'est tout simplement pas vrai. Les sanctions en représailles sont en train de dégénérer. L'Union européenne, qui semble de plus en plus être un pion consentant des États-Unis, ressemble de plus en plus aux dommages collatéraux dans le jeu impérialiste des États-Unis. J'ai également voté contre ce dossier. Bien qu'il contienne de nombreuses aspirations générales visant à rendre l'UE plus démocratique, celles-ci sont complètement annulées par la proposition d'éliminer la prise de décision par consensus. La suggestion de mettre en place un système de vote à majorité qualifiée, dominé par les acteurs majeurs, est intrinsèquement antidémocratique. Vous pouvez essayer de le présenter sous un meilleur jour, mais rien dans cette proposition ne remédiera au manque fondamental de démocratie au niveau de l'UE. Comment peut-on considérer comme démocratique le fait que l'actuelle UE ait été massivement rejetée lors de référendums démocratiques sur une constitution de l'UE en 2005 ? Pourtant, elle a été remaniée et imposée par les élites de l'UE dans le traité de Lisbonne 3 ans plus tard. Seule l'Irlande a eu droit à un autre référendum, mais une fois de plus, le résultat n'a pas été accepté et le processus a été répété. Voilà ce qu'ils appellent la démocratie. Ursula von der Leyen, qui est censée être à la tête de l'UE, n'a pas été élue par le peuple. Qu'il y ait des élections ou non, la vérité est que la véritable démocratie exigerait bien plus que ce qui est proposé dans ce paquet. J'ai moi aussi voté contre cela, considérant que cela leur donne encore plus de pouvoir qu'ils n'en ont déjà, ce qui est un désastre. Les réformes suggérées dans ce rapport effleurent à peine la surface du problème. L'UE est-elle démocratique ? Ce qui a commencé comme un idéal a été déformé et confus au fil des années par des réformes néolibérales de droite et des changements de traités antidémocratiques. Nous avons des institutions profondément défectueuses, non responsables, non transparentes et excessivement bureaucratiques. De plus, ce sont les lobbyistes qui dirigent les lieux. Nous avons 705 députés européens et environ 60 000 lobbyistes à Bruxelles. La plupart d'entre eux sont employés par de grandes industries, cherchant à influencer la prise de décision. Mais qu'est-ce que la démocratie ? Nous la remettons en question ? Est-ce simplement voter tous les 5 ans ? Je ne le crois pas. La démocratie, c'est quand le citoyen moyen a son mot à dire sur la façon dont son pays et sa communauté sont gouvernés. Ils n'ont pas ce pouvoir.
Nous n'avons même pas de gouvernement local. On ne peut pas avoir de démocratie sans gouvernement local. La démocratie, telle que nous la connaissons, est surestimée. Nous prétendons l'avoir. Un exemple parfait en est qu'aujourd'hui, 80% des personnes en Europe ont clairement exprimé leur souhait de mettre fin à la guerre en Ukraine. Elles préfèrent la paix plutôt que de continuer à punir la Russie. Cependant, 80% des politiciens à travers l'Europe veulent que la guerre continue et qu'on l'alimente. Alors, qui représente qui? Les politiciens ne représentent pas les citoyens de l'Europe.